Voilà, chers amis, c'est d'abord vous dire que c'est un réel plaisir d'être avec vous aujourd'hui à Rennes. C'est une ville avec des personnalités qui l'ont marqué. Je pense à Paul Ricoeur, à qui je dois beaucoup, qui a beaucoup travaillé sur la question de la dignité, de l'altérité, de l'éthique, de la justice, des questions qui sont au cœur de ce que l'on va dire ensemble. Alors, merci beaucoup aux responsables, présidents, directrices adjointes du CREAI de la confiance qu'ils m'ont témoignée en m'invitant à donner cette conférence. Et merci à vous tous, ceux qui sont là et puis ceux qui nous regardent à distance. Alors, permettez-moi d'abord une pensée toute particulière pour nos amis ukrainiens, particulièrement les enfants, les adultes en situation de handicap qui figurent parmi les premières victimes de l'inhumanité de cette guerre. À leur handicap s'ajoute la violence des armes qui ne cessent de dénaturer notre humanité. Et quand on parle de société inclusive, on en est bien loin dans ces cas-là. Alors on a l'impression que le même engrenage insidieux aboutit toujours au même résultat. Éternel recommencement, mortel enchaînement, et les premiers punis en sont la plupart du temps les plus fragiles. Combien en meurent aujourd'hui ou en sont morts pour que rien ne change jamais. Rien ne change jamais. Enchaînement de la violence, de la guerre, du temps, de la dépendance, des maltraitances. Et c'est l'une des questions, parmi bien d'autres, que j'aborde dans un dernier ouvrage qui s'intitule « La fragilité de source, ce qu'elle dit des affaires humaines ». Mais je n'en dis pas davantage là-dessus. Mais c'est quand même intéressant de contextualiser ce que l'on dit dans la société qui nous entoure ou le monde qui nous entoure, parce qu'ensemble, on pourrait se contenter de développer des concepts, inclusion, empowerment, pouvoir d'agir, autodétermination, etc. Évidemment, on peut se faire plaisir, mais le contexte est là à prendre en compte. Alors, j'en arrive à la question dont nous sommes convenus avec Mme Calmanti, à savoir le sens profond du mouvement inclusif. Et Mme Gadi a largement déjà abordé ce thème. Et je le fais à partir d'une distinction qui est pour moi essentielle, c'est la distinction entre faire de l'inclusion et être inclusif. C'est le titre retenu. Alors d'abord dire, et vous en serez tout à fait d'accord, que le mouvement inclusif interroge tous les secteurs de l'écosystème social. Aucun n'y fait exception. Alors, ces secteurs qui sont à considérer comme un continuum, ça va des structures petite enfance jusqu'aux structures du grand âge. Et il y a fort à dire là-dessus. Donc, c'est les lieux d'habitat, c'est les espaces de soins, de loisirs, de tourisme, etc. Bref, toutes les institutions, parce que la société n'est qu'institution. On parle de désinstitutionnaliser en se disant que les institutions, elles sont spécialisées. Non, l'école, c'est une institution, la famille, c'est une institution. Tout est institution. Alors, j'ai opté pour guider mon propos pour deux jalons. D'abord, se rappeler ensemble, je pense que c'est utile de le faire, les engagements souscrits par notre pays. Parce que notre pays a souscrit un contrat. C'est comme ça qu'il faut le dire. C'est aussi fort que ça. Et deuxièmement, c'est qu'est-ce que finalement être inclusif? Alors, de manière liminaire encore, je précise que si on se concentre ici avec vous sur les situations de handicap, la question, l'ambition inclusive concerne bien d'autres personnes que les personnes en situation de handicap. Je pense aux populations isolées ou nomades, migrantes, les minorités sexuelles, culturelles, et tant de membres d'autres groupes défavorisés, marginalisés ou privés de droits humains fondamentaux. J'ai parlé des personnes du grand âge, et un collègue anthropologue qui, hélas, parti trop vite, qui était à Montpellier, parlait de tous les gens de peu, les gens de peu oubliés. Alors, quand il disait les gens de peu, c'était le titre d'un de ses livres, ça ne voulait pas dire que ces gens avaient moins de valeur, mais que le destin, les mécanismes de la société étaient parcimonieux à leur égard et les déconsidéraient. Des gens de peu, des à peu près, et quelquefois des gens de rien, comme nous arrivons à les considérer.
Et je crois qu'on ne peut d'ailleurs saisir ce que devrait être le mouvement inclusif sans l'inscrire dans cet universel et dans les multiples formes de fragilité qui affectent l'histoire universelle. C'est là qu'il faut le situer. Faute de quoi, on ajoute de la fragmentation à la fragmentation. Une société, c'est tout cela. Alors, s'agissant du handicap, on a coutume souvent de le considérer comme, comment dire, les gens en situation de handicap seraient une population d'ordre homéopathique, en nombre, qui circule sur le trottoir d'en face, sur lequel souvent on ne va pas. En fait, il n'en est rien, même à l'échelle statistique. Le handicap représente 1/7 de l'humanité. 1/7 de l'humanité, c'est le premier rapport mondial signé par l'OMS et la Banque mondiale qui nous l'a dit, publié en 2011 à New York. Un humain sur 7, ça fait 15%. Touché peu ou prou par un handicap, qu'il soit sensoriel, moteur, mental, physique, psychique, etc. Hélas, différentes formes. Si on ajoute les familles très impactées, les fratries, les parents, les compagnes, les compagnons, ça fait 1/3 de l'humanité. Donc, c'est un phénomène central dans notre humanité. Nous le traitons, beaucoup le traitent comme un phénomène très marginal. Il est central. Il est central. Il nous dit que la fragilité est à la source de notre vie. D'où le titre que j'ai choisi pour mon livre. Et c'est très intéressant de voir comment dans le langage, on peut faire erreur. Les gens disent « on n'est pas concerné ». Non. D'aucuns disent « je ne suis pas touché personnellement dans ma famille ». Ça, c'est une chose. Mais nous sommes tous concernés. Parce que le handicap, ça nous concerne tous, non pas sous le plan moral, mais parce que c'est central dans une condition humaine. Or, que constate-t-on? Qu'un certain évitement et des stratégies d'occultation sont la règle. Et on ne veut pas voir qu'au-delà des textes, des règlements, des conventions internationales, les personnes en situation de handicap subissent dans le monde à des degrés divers des privations de droits. Une dernière étude publiée dans The Lancet, qui est une revue scientifique, indique qu'une personne handicapée sur 3 subit des violences, qu'elle soit active ou passive. 1 sur 3. C'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup. Et cette étude a été faite sur 16 millions de personnes de 25 pays. Alors, ces violences sont à des degrés divers. Mais, comme disait Simone de Beauvoir, le plus scandaleux dans le scandale, c'est qu'on s'y habitue. C'est qu'on s'y habitue. Que ces gens de peu subissent des violences, ça nous affecte moins que si c'est le fils d'un prince ou d'une princesse. Et le plus scandaleux, c'est qu'on s'y habitue. Alors, quand je le formule comme ça, on peut être tenté de le passer par pertes et profits, en se disant c'est présenté de manière un peu brute. Non, c'est la réalité. C'est la réalité du monde, c'est la réalité des contextes. Or, le mouvement inclusif s'inscrit dans cet esprit-là. Faute de quoi il peut apparaître coquet, en se disant il est dans le ciel des idées. Non, il est un mouvement en réaction à cette situation. Alors, notre pays s'y est engagé. Premier point de mon propos, il a signé un contrat. Le contrat, c'est la Convention internationale de l'ONU relative aux droits des personnes handicapées. L'optique inclusive est centrale dans cette convention, CIDPH. Notre pays, bon élève, l'a signé très vite. L'ONU l'adopte en 2006, signé en 2007. Ratifié fin 2009, début 2010. Très rapidement. Mes amis, je ne suis pas sûr qu'on l'ait lu avant de le signer. Je ne suis pas sûr qu'on l'ait lu avant de le signer. Des pays bien plus avancés sur le mouvement inclusif, je pense aux pays nordiques, je vois aussi mon ami du Pacifique Sud, Frédéric Patanet, qui a travaillé pour faire reconnaître cette convention. Nous, on ne l'a quasiment pas travaillé. Elle est méconnue, voire inconnue.
Or, cette convention est importante. Elle a une particularité, c'est que les personnes en situation de handicap elles-mêmes, à travers leur organisation représentative, venues des 5 continents, ont contribué décisivement à son élaboration. On parlait tout à l'heure, Madame parlait de la parole reconnue, alors vous pouvez prendre tous les mots que vous voudrez, pouvoir d'agir, etc., possibilité de choix. Il y a eu implication directe des premiers concernés dans cette convention. Et elle donne une place prépondérante, et là on a changé de paradigme, aux facteurs environnementaux. Le handicap n'est pas simplement un événement qui touche une personne à titre individuel, mais c'est aussi, il faut le mettre en lien avec un environnement facilitant ou entravant. Et cette convention indique, vous le disiez Madame tout à l'heure, l'inconditionnalité des droits. L'école, c'est l'école de la République. Faut-il avoir à le réaffirmer, mes amis, de manière permanente? C'est un patrimoine commun, l'école. Où est-il écrit que l'école appartiendrait en droit à des enfants et leurs parents qui ont la chance d'avoir été préservés par le hasard d'une naissance ou le cours d'une vie de ce qu'on appelle handicap? Où est-ce que cela est écrit? Nulle part. Donc les parents n'ont pas à dire, s'il vous plaît, accueillez l'enfant et je devrais vous remercier infiniment de l'avoir fait. C'est un patrimoine commun. C'est un patrimoine commun. Si on ne prend pas cela en compte, le mouvement inclusif n'a pas de sens. Et cette convention nous rappelle tout ça. Et elle nous dit sur l'autonomie et l'inclusion de la société, terme que je n'aime pas du tout, je vous dirai pourquoi, hein, que les États parties reconnaissent à toute personne en situation de handicap le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes. Et vous voyez, les États parties, dit le texte, veillent à ce que ces personnes aient la possibilité de choisir, sur la base de l'égalité avec les autres, leur lieu de résidence, où et avec qui elles veulent vivre, et qu'elles ne soient pas obligées de vivre dans un milieu de vie particulier. C'est pour ça que tout à l'heure, j'ai beaucoup apprécié la discussion. Des personnes ne souhaiteront pas vivre au domicile de leurs parents. C'est une vision de l'esprit. D'aucuns disent l'habitat inclusif, parmi les autres, au cœur de la ville, mais ce n'est pas sûr. J'étais à Brest il y a quelque temps et une personne disait, moi, on m'a placé dans un habitat dit inclusif, mais j'étais bien mieux dans l'institution très humanisée dont j'avais fait ma maison. Finalement, ce sont des visions de l'esprit qui ne correspondent pas à la diversité des visages humains, des désirs et des besoins. Nous, on répond en termes de besoins comme s'il s'agissait de nécessiteux auxquels on doit donner une ordonnance à appliquer. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. C'est pas une uniformisation. Donc la convention, elle est importante. Elle porte une vision anthropologique qui figure dans nos priorités. Deuxième particularité que vous connaissez, cette convention a primauté sur le droit. Elle a primauté sur le droit. On l'a signé, on l'a ratifié avec son protocole facultatif. Elle a une primauté sur le droit. Donc, pourquoi ? Eh bien, c'est pourquoi une délégation française a été auditionnée, il me semble, en août dernier, par le comité dédié de l'ONU et chargée de surveiller l'effectivité, faute de quoi elle resterait lettre morte. Et suite à cette audition, Madame Catalina de Vandas était déjà venue en 2017, on se fait un peu rappeler à l'ordre, 20 pages de critiques et de recommandations. Deux façons de voir les choses. Soit quand on nous fait des remarques sur ce qu'on a écrit, sur ce qu'on a fait, on met tout dans notre poche et le mouchoir dessus. Et ça ne sert à rien. Soit on considère que ceux qui font ces remarques peuvent nous être infiniment utiles parce qu'ils dessinent nos yeux. C'est la position que je prends. Parce qu'il y a eu tout un tas de façons de dire « oui, vous savez, c'est la culture américaine, ils ne nous ont pas compris, etc. » Non. Ça ne me paraît pas recevable. Ça ne me paraît pas recevable et ça ne me paraît pas utile pour avancer. On doit entendre ce qui s'est dit. Dans notre culture, elle est belle, elle est digne. Je suis tout à fait heureux d'y appartenir. La question n'est pas là. Il ne s'agit pas de se battre de notre coulpe, mais de dire que nous mettons encore l'accent sur
l'incapacité des personnes, au lieu de travailler sur leurs ressources. On n'a jamais fait grandir quelqu'un en insistant sur ce qui lui manque. C'est vrai pour nous, et comme nous sommes les mêmes, même si nous sommes des variations sur un même thème, eh bien c'est vrai pour une personne en situation de handicap. Donc ça, il faut en sortir. Déficience, incapacité, désavantage, ce qui était d'ailleurs au cœur de la CIH de 80. On n'a pas pris en compte suffisamment la CIF de 2001. Et sur l'institution qui est la norme, ce n'est pas faux non plus. Mais ce qu'on nous dit, ce qu'il nous faut entendre, c'est, je vais le résumer dans cette formule-là, c'est qu'il ne faut pas fermer les institutions, toute est institution, mais c'est qu'il faut les ouvrir. C'est-à-dire les perméabiliser. Ne plus supporter des institutions à la Goffman ou à la Foucault, c'est-à-dire des institutions totales, celles contre lesquelles s'est battu Bassaglia en Italie. C'est ça qu'il faut entendre. Et même les pays nordiques qui sont revenus sur les institutions ont quand même conservé des institutions en réduisant leur nombre, en les humanisant, en les ouvrant à la cité, en les perméabilisant. Pour reprendre un terme de Derrida, il ne s'agit pas de détruire l'ensemble des institutions. Quand on a fait un désert, on se réveille rarement avec un jardin à la place le lendemain matin, mais il faut les déconstruire. Les déconstruire, c'est-à-dire les désenquister, les perméabiliser, les ouvrir, pour que la vie y pénètre. Nul être humain ne peut vivre sans que la vie, qu'il sente la vie en lui et autour de lui. Faute de quoi, il a l'impression d'être dans l'antichambre de la mort. C'est ces institutions qu'il faut remettre en cause. Mais quand elles sont des maisons aimées par ceux qui les habitent, parce qu'elles ont une âme, alors il faut les conserver. Parce que quand on dit facilement, mes amis, on peut s'accorder sur tout ça, au-delà de toute polémique et de toute coquetterie de langage, que dire le retour au domicile, c'est le mieux. De quel domicile parle-t-on? De familles confortables ou de familles démunies? Vous voyez, tout ça doit être... De quel type de handicap parle-t-on? Quand on dit les personnes en situation de handicap, parle-t-on de handicap sensoriel dans la zone moyenne ou d'un polyhandicap où le corps n'obéit plus et l'esprit n'est pas là non plus? De quoi parle-t-on? Vous voyez, ce qui nous guette, ce qui nous menace dans le champ du handicap, c'est la catégorisation. Quand on parle de catégorie, quand on catégorise, on n'aperçoit pas le visage. La question, c'est la question du visage. Le visage de la personne, le visage de sa famille, le visage de sa situation. Le visage tellement cher à Lévinas. Alors, on s'est fait rappeler à l'ordre. Oui, on s'est fait rappeler à l'ordre. Ne pas systématiser, ne pas faire de cela la norme. Ça nous a été dit. Et également, le fait que ce qui prime, Madame, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est le droit. C'est l'inconditionnalité des droits. Retrouver ce sens, faute de quoi, effectivement, le mouvement inclusif ne peut pas être fondé sur une vision simplement biomédicale. Nous sommes sur une vision relative au droit. Et ça veut dire aussi que ce que l'on propose soit accessible. Nous avons donc signé un contrat et nous sommes fait un peu rappeler à l'ordre, il nous faut l'entendre pour avancer, non pas pour le plaisir de se battre la coupe, mais pour avancer. Alors, ce mouvement inclusif, au cœur de la Convention de l'ONU que nous avons adoptée, donc signée, questionne et déstabilise. Alors, ça sera la deuxième partie de mon propos. De quoi parle-t-on en réalité? Alors, essayons de faire le point le plus tranquillement possible. En réalité, l'adjectif inclusif n'apporte rien au mot société. Pourquoi il n'apporte rien au mot société? Parce que étymologiquement, le mot société, c'est le latin societas, signifie lui-même association, communauté, coopération, alliance, entre des compagnons qui partagent un destin humain commun. C'est ça que ça veut dire.
Donc, rajouter inclusif au mot société, ça joue le rôle d'exhausteur de sens, je l'ai dit. Vous savez, comme on dit, un exhausteur de goût, ça, le sel augmente le goût des aliments. Là, ça augmente l'intensité du mot société. Mais ça ne rajoute rien. Parce que l'essence de la société, c'est bien ça, cette coopération. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que l'expression société inclusive est donc un pléonasme. Et Aristote définissait d'ailleurs la cité comme une communauté réunis par un choix de vie commune. Mais, mes amis, dans un contexte que je qualifie d'aussi obscur que lumineux, aussi troublé que troublant, nous avons besoin de ce rappel. Une société, c'est une communauté. On pourrait l'oublier. Et on pourrait ne pas le voir quand on regarde le mouvement du monde autour de nous. Alors, du coup, ce mot, cette expression société inclusive, école inclusive, vous voyez, normalement, on n'en aurait pas besoin non plus. Eh bien, c'est, je crois, le signe d'un manque que nous ressentons tous au fond de nous. Un manque, c'est d'ordre d'une attente. Une attente d'un temps qui serait composé avec les étrangetés, les fragilités, dont le handicap, et où on comprendrait cela autrement et beaucoup plus solidairement. Donc je pense que si ce terme fait florès, c'est pour combler ce vide, c'est pour combler ce manque. D'ailleurs, il est intéressant sur les concepts de voir qu'ils naissent sur des failles et des manques. On n'a jamais autant parlé de projets que quand on a commencé à parler de crise et qu'on commençait à manquer d'horizon. On n'a jamais autant parlé de lien social que lorsque, cruellement, on avait le sentiment de devenir des juxtapositions d'individualisme. Donc, ce terme vient du manque. Et on a besoin de ça comme on a besoin d'un horizon. C'est pour cela que moi, je parle plus volontiers d'horizon inclusif. Je ne parle pas de virage inclusif. Ce n'est pas un virage. C'est un horizon. Alors, un horizon se définit comme une ligne imaginaire vers laquelle on tend, qu'on n'atteint jamais, mais qui donne l'énergie d'avancer. Et c'est à comparer un peu, pour bien le comprendre, au terme de démocratie, gouvernement par le peuple. C'est l'Antiquité classique qui en parlait déjà, il y a des vingtaines de siècles. C'est une ligne d'horizon, c'est une utopie. On n'a jamais atteint cette ligne d'horizon. Chez nous, la démocratie n'est pas parfaite et dans nombre de pays du monde, elle fait cruellement défaut. Mais on a besoin de cette ligne imaginaire pour avancer vers elle. Et je pense que cette ligne, c'était cher à Paul Ricoeur, dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est une sorte d'humanisme réinventé, d'une esthétique de la relation humaine qui nous fait défaut. Et je pense ici à ce que disait Claudel dans une de ses pièces qui s'appelait L'Otage, qui 120 ans après, cette phrase, je la trouve d'une brûlante actualité. Claudel faisait dire à son personnage « Je regarde autour de moi et je ne vois plus de société entre les hommes », avec des phénomènes d'individualisme, de communautarisation, d'idéologie séparatiste. On voit bien ça. Alors on vit dans ce temps avec ce manque, avec ces contradictions. On parle d'égalité abondamment, triptyque de la République, mais on hiérarchise les vies. On considère que celles qui sont blessées sont plus petites, moins justiciables de droit. Et on parle également d'accompagnement humain, abondamment, terme aussi qui naît de manque. Accompagner, fondamentalement, ça veut dire partager le même pain. Accompagner, parce que de plus en plus de personnes autour de nous se sentent délaissées et restent sur le bord de la route. Donc, tension, temps paradoxal aussi qui dit protéger les fragilités, s'intéresser aux fragilités,
et puis qui développe des courants de pensée fondés sur des idéaux de puissance et de maîtrise, voire le transhumanisme, le posthumanisme, qui rêve d'un homme zéro défaut, qui ne connaîtrait plus la maladie, la mort, la vieillesse. On rêve de la mort de la mort. On rêve de puissance et on parle d'autant plus des fragilités. C'est encore un temps excessivement désarmant où on se dit, on se veut indépendant d'esprit et on voit les uns et les autres, sauf à s'abuser sur soi-même, là aussi, que les normes deviennent de plus en plus puissantes et qu'elles sont affichées à grand bruit. On ne se sent jamais à la norme. La normalité à marche forcée produit de plus en plus d'inconfort. Et on voit bien qu'il y a l'idée que finalement, il y a une sorte de modèle prototypique qui s'impose. Il faut aller vite, courir vite, parler haut, parler fort, etc., etc. On finirait, mes amis, ensemble par oublier que l'humanité est une infinité de singularités. Alors, vous voyez, il y a une expression qui nous trompe, que je n'utilise plus du tout. Je vous invite à y réfléchir. On dit des enfants différents, des personnes différentes. Nous le sommes aussi différents dans cette salle. Nous sommes tous différents. Et ça pousse à un différentialisme et un séparatisme. Ils sont différents, tellement différents qu'ils ne peuvent pas faire communauté avec les autres. Non, non, l'humanité, c'est une infinité de différences, de singularités, d'inflexions, de crises. L'humanité n'est pas lisse. Et le handicap n'est qu'une de ces formes-là. Mais il y en a tant d'autres. Il y en a tant d'autres. Nous sommes pris dans cette constellation de mouvements d'humanité. Alors, c'est dans ce contexte-là, paradoxal, j'allais dire tendu, à partir de ces manques, que l'adjectif inclusif fait l'objet de multiples déclinaisons. Alors voilà, entreprise inclusive, école inclusive, politique inclusive, etc., etc., etc. Vous connaissez tout ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, je trouve que le terme inclusif, qui est, comme je l'ai dit, qui est surajouté, hein, il est intéressant parce qu'il s'oppose frontalement à exclusif. Moi, je ne l'affectionne que pour cela. Et c'est ce qui le rend intéressant. Parce que des pratiques ou des dispositifs inclusifs s'opposent à des pratiques ou à des dispositifs exclusifs. Et exclusif, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que certains en profitent, par privilège particulier, à l'exclusion des autres. Et donc, une société inclusive, c'est l'inverse d'une société exclusive, qui ne serait pensée que pour certains. Une école inclusive est l'inverse d'une école exclusive. Si tu n'es pas la norme, tu n'as pas la place. Tu n'as pas ta place. Tu n'es pas au bon âge. Tu n'es pas la bonne moyenne. Tu n'as pas les bonnes normes de l'esprit et du corps. Ici, c'est exclusif. C'est ça qui rend les choses intéressantes. Et c'est ce qui nous appelle, mes amis, à lutter tous les jours contre toutes les formes d'exclusivité persistante. Quand on va au ciné, quand on se déplace dans la rue, etc., sans s'en rendre compte, on profite d'exclusivité dont d'autres sont privés. Et c'est ce qui rend ici la pensée intéressante et qui vient faire la distinction entre faire de l'inclusion et être inclusif. Vous pouvez très bien faire de l'inclusion scolaire. Hein. Vous mettez, comme on dit, combien tu as d'enfants différents dans la classe. Alors statistiquement, c'est attesté, il y a 80% de plus d'enfants en inclusion. Mais les classes sont-elles inclusives? La pédagogie l'est-elle? Les didactiques le sont-elles? La temporalité est-elle adaptée, etc., etc. C'est ça la vraie question. Donc, on peut faire de l'inclusion et l'attester statistiquement. C'est une spécialité d'ailleurs de notre pays, permettez-moi de le dire, attester statistiquement, quantitativement. Et la question, elle ne se pose pas, elle se pose autrement. C'est surtout se dire, est-ce qu'on est véritablement inclusif? Donc, vous voyez, l'ajustement de la pensée et des mots, c'est aussi l'ajustement de l'action. Or, que s'est-il passé? Mais là aussi, je ne me mets pas en asymétrie. On est tous coupables et responsables. L'emploi de la forme nominale inclusion s'est emballé. Elle est venue dénaturer le sens du mouvement inclusif. Alors, d'ailleurs,
cette forme nominale, et permettez-moi de le dire, elle pose problème. Le mot inclusion, étymologiquement, est lié à l'idée d'enfermement, d'occlusion, de réclusion et de clôture. Includere, c'est mettre dedans et enfermer. Je prends un seul exemple, une inclusion dentaire, c'est une dent qui est incarcérée dans la mâchoire osseuse et qu'il faut désincarcérer. On va utiliser inclusion en métallurgie, en verrerie, en cytologie, etc. Et qu'est-ce que ça veut dire le mot inclusion? Vous voyez qu'il fait vraiment problème. C'est la présence d'un corps étranger pris dans un système auquel il n'appartient pas et dont il est susceptible d'altérer les propriétés. Voilà le sens du mot inclusion. Permettez-moi de dire qu'on s'est jeté dessus, parce que c'était utilisé dans le monde anglo-saxon, on l'a traduit comme ça, et en honnêteté, on a dit les classes d'intégration ne s'appellera plus des classes d'intégration, mais d'inclusion. Alors on demandait aux gens quelle est la différence. Alors on disait l'intégration. C'était totalement faux étymologiquement. Intégrer, c'est mettre dedans et incorporer, mais c'est la personne qui doit s'adapter. D'accord, pourquoi pas? On peut tout faire dire. Et inclusion, c'est on le met dedans, mais c'est le système qui doit s'adapter. Ça, on l'a inventé. Hein. Le mot ne le dit pas du tout, du tout, du tout. Pas du tout, pas du tout. Non, ce mot distord le sens et nous renvoie à une vision plus quantitative des choses. Alors que l'adjectif inclusif aisément déclinable sur tous les morceaux de la mosaïque sociale, hein, si on voyez habitat inclusif, etc., etc., il fait sens. Et c'est le seul à faire le sens. L'autre ne fait pas sens. Je cite toujours cet exemple de deux mamans qui s'expriment, qui conversent entre elles au sujet de leur petite fille qui va être scolarisée en cours préparatoire. L'une a la chance d'avoir cette petite fille qui va bien. Chaque fois qu'on a un enfant qui va bien, c'est une chance. L'autre, non. Et celle qui a la petite fille qui va bien dit, moi, je suis très heureuse, elle va être scolarisée en cours préparatoire. Et l'autre maman s'est sentie obligée de dire, moi, ils ont bien voulu me la prendre en inclusion scolaire. Deux petites filles, deux visages humains, deux discours forcés par des concepts inadaptés. Ces deux petites filles ont le même âge, il suffirait de dire qu'elles sont scolarisées. Les deux sont scolarisées. C'est une manière, comme disait Kafka, de rajouter des frontières avec les mots. Ça ne convient pas du tout. Ça ne convient pas du tout. Et ça ne participe pas du mouvement inclusif. Parce que alors pourquoi j'insiste là-dessus? Parce que l'école est ici présentée comme une exclusivité. Cette maman se sent obligée de dire, ils me l'ont prise en inclusion scolaire. Non, madame, l'école, c'est un patrimoine commun. Il vous appartient tout autant qu'à cette maman qui a la chance d'avoir une petite fille qui va bien. Et donc, elle est scolarisée. Le monde du travail, c'est pareil. Les personnes qui travaillent, on dit qu'ils travaillent. Pourquoi dire que certaines sont en inclusion professionnelle? Moi, je le suis aussi en inclusion professionnelle. Vous voyez? Donc, voilà. Il y a là... Alors, je ne dis pas, mes amis, qu'il y a là une volonté d'enfermement. Non, je ne dis pas ça, stricto sensu. Ce que je dis, c'est que le mot inclusion est infiltré par une culture qui perpétue comment dire, une séparation entre les êtres et un entre-soi des mondes sociaux. Et c'est ce qui le rend. Il faut être prudent par rapport à ce mot. Hein. Alors, il me paraît donc légitime de l'abandonner dans sa forme nominale et donc d'utiliser de manière permanente l'adjectif inclusif qui renforce toujours, qui renforce l'intensité d'une société inclusive, etc., nous rappelant à l'ordre. L'école ne peut pas être exclusive, c'est une école inclusive, de fait. Les milieux d'art et de loisirs ne peuvent pas être exclusifs. De fait, ils sont inclusifs. Vous voyez, ça nous rappelle à l'ordre. C'est ça qui nous intéresse. Et finalement, ça nous appelle à lutter contre tous les monopoles auxquels on s'est habitué. Les parents, ils étaient habitués avant les ordonnances de De Gaulle à 59 que l'école était le monopole, le précaré, la sorte de territoire protégé des enfants de belles familles. Et l'école s'est massifiée.
Ça a été un premier mouvement dans l'école. D'aucuns ont regretté l'homogénéité de l'école. Ils se sont habitués. Et là, c'est la même chose. On s'était habitué que l'école était l'exclusivité des parents ou des enfants qui avaient des enfants à la norme. On fait sauter cette exclusivité. Parce que le monde dont nous héritons dans notre court passage, que nous ont transmis nos devanciers et que nous tentons de travailler au mieux pour ceux qui nous suivront, n'est pas une exclusivité des uns, ce n'est pas un coffre-fort dont certains détiennent la clé et qu'ils cèdent difficilement. C'est un monde commun. Accordons-nous sur ce principe éthique qui, à mon avis, est décisif. Il n'y a qu'une intériorité de naissance. Il n'y a pas d'extériorité de nature. Quand un être humain vient au monde, il est dedans. Il est dans la maison commune, dans la demeure commune. Ce qui me permet de contester cette vision, de dire certains qui se croient, eux, dedans, jouent le rôle de vigile, de portier, de gardien du temple en disant, moi, j'accepte ton inclusion. Non, non. La question, ce n'est pas de mettre dedans, c'est de s'accorder que nous y sommes tous, mais que faire société inclusive, c'est s'interdire des expropriations et c'est s'interdire de déshériter. C'est tout autre chose. Ce mouvement-là, il est pervers et perverti. Il n'y a pas de gens dehors par nature. On est tous dedans. La question, c'est de ne pas chasser de la maison. Chaque vivant est un maillon d'une chaîne généalogique. On est fils ou fille, donc on est intérieur par nature. On fait partie de la société. On en est héritier dans ce qui est de plus noble et de meilleur. Et de façon inconditionnelle, par tradition humaine. Par tradition humaine. Et donc, il n'est pas besoin de label, vous en conviendrez, pour certifier l'origine humaine. Il n'y a pas besoin de label pour garantir la conformité ou la qualité de l'origine humaine. Venir au monde suffit. Venir au monde suffit. Donc, nul n'est périphérique et nul n'est surnuméraire. Alors, je le crois, et pour avoir comme ça exercé dans notre lieu du monde, je ne fais pas, comme disait tout à l'heure avec madame, de comparatisme, mais la confrontation culturelle aide beaucoup quand elle est sans jugement de valeur. Je pense qu'il y a au fond de notre culture, puissamment, ce n'est pas la seule, mais un noyau dur à désenquister et qui nous joue de mauvais tours. Moi, le premier. C'est une vision, il y a un dehors et un dedans. Et avec une césure, une fracture, une rupture entre le dehors et le dedans. Le dedans, c'est ceux qui sont à peu près à la norme, qui sont à peu près conformes, qui passent sous la toise culturellement construite, pas absolue, culturellement construite. Et les autres, ils sont dehors. Ils sont un peu dehors, extérieur, vous voyez, un intérieur, un extérieur. Et ceux qui sont à l'intérieur disent, tu peux entrer, je te mets en inclusion, ou je refuse l'inclusion. C'est une vision totalement fausse à partir de ce que j'ai dit tout à l'heure, avec des éléments exogènes et puis des éléments intérieurs. Donc, il y a un espace commun. Et donc, ma définition d'une société inclusive, c'est une société qui ne pratique pas, qui ne déshérite pas, qui n'exproprie pas. C'est ça la vraie question. C'est ça la vraie question. Et il y a cette fièvre inclusionniste qui nous fait oublier cela. Qui d'entre nous ne sait pas qu'il y a des gens en inclusion côté jardin et en exclusion côté cours? Une stagiaire du master dont je m'occupais à Lyon disait, elle était dans un stage dans une classe, 15 jours. Il y avait un enfant qui souffrait affecté de troubles du spectre de l'autisme. Elle m'a dit quasiment personne ne lui a parlé. Elle lui parlait. Donc il était dedans. On l'avait mis dedans, il était en inclusion.
mais il était relégué à l'intérieur. Qui ne sait parmi nous qu'il ne suffit pas de mettre dedans à l'intérieur, qu'on peut connaître un exil à l'intérieur. Et donc, peut-être y a-t-il pire que d'être exclu, c'est d'être physiquement là, avec l'impression que l'on n'a rien à y faire. La vraie question, elle se pose à partir de là. Ça ne peut pas être une fin en soi de mettre dedans. Et donc, demandons-nous d'abord si chacun peut y accéder aux biens, aux services communs, être éduqué, soigné à la hauteur de ses besoins, etc. Et vous le savez mieux que tout autre, hein, l'inclusion n'est rien sans inclusivité du milieu. Ça n'est rien. Hein. Aussi longtemps que ces questions seront évitées, esquivées, l'avancée du mouvement inclusif se trouvera entravée et sa substance même lui sera ôtée. Alors, pour terminer, hein, je vois que le temps passe, je ne vais pas trop prolonger. Hein, pour terminer, je dis quel est le défi finalement qu'on doit relever. Le défi à relever, je le vois à partir de là, premier niveau. Respecter le contrat souscrit. Essayer de comprendre ce qui s'y joue au-delà d'un texte qu'on voudrait évangélique et qu'on aurait signé. Se dire d'abord, on ne peut pas faire société si on ne se dit pas ensemble qu'on fait partie d'une maison commune. C'est-à-dire retrouver le sens du mot société. Mais bon, puisque nous en avons besoin, rajoutons le mot inclusif. Pourquoi pas? Comme je dis, sous forme de rappel. Et qu'il ne suffit pas de mettre dedans, mais qu'il s'agit surtout d'aménager la maison. Parce que entrer dans une maison avec un plat incliné qui permet d'y accéder, c'est une chose. Mais ensuite, y vivre à l'intérieur. Si rien n'est à hauteur, si rien n'est praticable, alors on se sent exilé dans la maison. Donc, ça renvoie à l'idée d'aménager la maison, d'adapter les environnements d'éducation, de travail, de soins à la diversité des besoins, mais pas simplement des besoins, des désirs et des projets. Oui, l'expression, là aussi, on se laisse souvent aller, mais moi comme vous, hein, par des expressions qui font florès. En se disant, ce sont des gens à besoins spécifiques. Alors, du coup, on focalise que là-dessus. Et là, tout d'un coup, on se rend compte que peut-être ils ont des désirs, qu'ils ont des rêves, des accablements. Ce n'est pas que des nécessiteux. Il n'y a pas non plus un automatisme là. Hein. Et donc, il faut s'adapter à la diversité des destins. Hein. Et en aménageant, en compensant, en accommodant, en reliant de manière différente, etc. Donc, vous voyez, les mots qu'on utilise là, moi je suis bien d'accord d'utiliser ces mots, pouvoir d'agir, empowerment, autodétermination, très bien, très bien. Mais les mots ne suffisent pas à l'affaire. Et les mots ne résument pas la totalité des situations. Quand on utilise ces mots que je crédite, hein, la question n'est pas là, mais pense-t-on aux personnes qui sont dans un total impouvoir sur elles-mêmes? Alors ça choque, ça. Parce que chez nous, on a appris à ne pas dire ce qui nous dérange. C'est la vérité des situations humaines. Il y a des personnes qui sont dans un total impouvoir sur elles-mêmes, sur leur corps, sur leur esprit, sur leur parole. Alors, utilisons ces mots. Je suis tout à fait en accord avec ça. Mais tentons de moduler les choses, de les nuancer. C'est vrai pour l'institution, c'est vrai pour le retour à la domicile, c'est vrai pour l'école. Même l'Italie, qui depuis 1977, avec la loi qu'on a appelée quelquefois chez nous tremblement de terre, tellement elle a été puissante dans ce mouvement même en Italie, l'école, elle est ouverte à tous, elle est pour tous. Il y a quand même un pourcentage d'enfants les plus gravement touchés qui ne peuvent pas. Parce qu'on n'inclut pas les gens comme en étant le linge au soleil. Ça ne marche pas comme ça.
Ça ne marche pas comme ça. Donc, vous voyez, je me suis permis d'insister là-dessus. Ça veut dire qu'il nous faut diversifier les plans inclinés, architecturaux, professionnels, culturels, artistiques, pour tenter de répondre à la diversité des destins et aussi tenter d'éradiquer ce qui se présente comme des exclusivités. Je termine en disant ça. Ce qui me paraît le plus essentiel dans la prise de conscience de notre société aujourd'hui, c'est cette idée de patrimoine commun. Je pense que si nous ne retrouvons pas ce sens du patrimoine commun, notre environnement, notre nature, les espaces citoyens, les écoles, tout ce qui nous a été légué par ceux qui sont venus avant nous, c'est un patrimoine commun. Nos savoirs, nos structures d'éducation, nos lieux d'activité professionnelle, c'est un capital collectif. Il n'appartient à personne parce qu'il appartient à tous. Et les personnes en situation de handicap n'y font pas exception. Elles en sont également propriétaires, comme tous, parce que c'est du patrimoine commun. Et donc, c'est vrai pour l'école. C'est vrai pour l'école. Vous voyez, dans une de mes conférences sur la parentalité, une maman se lève et puis elle me dit, vous savez, moi, je ne cesserai de remercier l'école qui a bien voulu prendre mon enfant, parce que, etc. Je lui dis, madame, nous avons tous des merci à nous dire les uns des autres, mais pas vous plus que les autres. L'école, c'est aussi l'école de votre petite fille. C'est bien que vous disiez merci, mais tous les parents ont à dire merci. On donne une charge de culpabilité. Voyez, et là, du coup, on finit par... Il nous faut retrouver ce sens du patrimoine commun, humain et social. C'est le primum movens d'une société inclusive. C'est le primum movens. Et c'est la clé d'une cité inclusive. C'est la clé. Et vous savez, Kaplan, qui était un psychosocial, il citait l'exemple d'un ivrogne qui cherchait, qui avait perdu la clé de sa maison et qui la cherchait obstinément au pied d'un lampadaire sous prétexte qu'il y faisait plus clair. Et j'ai l'impression que nous faisons un peu cela. Nous faisons un peu cela. Et le mot inclusion, trop mécanique, trop dogmatique, trop égalitariste, vient faire écran. Et donc, c'est beaucoup plus intéressant de simplement se faire ce rappel sur tous les morceaux de la société. Ça nous rappelle en permanence, non, ça ne peut pas être une exclusivité. C'est inclusif. Ça appartient à tous. C'est tout autre chose. C'est tout autre chose et ça nous fait sortir. Alors, vous allez dire, donc le débat, quand j'interviens là-dessus, souvent, c'est le débat, c'est utopique. Et je le dis, la démocratie est utopique. Le triptyque de la République, il faut le supprimer. C'est une utopie, égalité, liberté, fraternité. Mais ce sont des utopies réalistes. On a besoin d'elles. Une société sans ces utopies, sans ces horizons, est une société en risque d'assèchement. Donc, n'ayons pas peur de ça. N'ayons pas peur du mouvement inclusif. C'est une utopie, c'est un horizon, mais très bien, nous en avons besoin. Bien sûr que nous en avons besoin, parce que le constat que j'ai résumé trop rapidement tout à l'heure, c'est cette fragmentation, cette archipélisation de la société, cette segmentation qui nous joue de mauvais tours. Et cette manière aussi de catégoriser les gens et de les mettre sur le côté à partir d'une défaillance physique, mentale ou psychique. Vous voyez, ça ne peut pas fonctionner comme ça. Je termine en disant ceci. Le destin d'une société, c'est d'être éternellement en chemin. Voilà, là aussi, il nous faut avoir ce réalisme. Une société, c'est un édifice fait de matériaux altérables qui sont à reconstruire pierre par pierre et qu'il appartient à chaque génération de travailler l'architecture, de la parfaire, etc. Voilà, nous sommes au monde pour tenter de parfaire l'architecture de la société quand nous passons. Alors, ce débat qui consiste à dire on n'y arrivera pas, non. Ce qui est frustrant, alors il faut le dire autrement, ce qui est frustrant, c'est que
comme il s'agit d'un chemin à jamais inachevé et que nos vies sont éphémères, nous semons, il y a tout lieu de croire que nous ne serons pas là pour faire la récolte. Ça, c'est autre chose. Mais ça fait partie de notre condition humaine. Parce que les sociétés ne se changent pas par dogme, par morale, par injonction. C'est du temps long et ça ne correspond pas à, effectivement, l'espace d'une vie. Mais on ne peut pas changer, mes amis, vous en êtes persuadés comme moi, on ne peut pas changer une société sans modifier la façon de la concevoir. Et donc, ce qui se pose à nous, c'est ce challenge-là, la façon de la concevoir. Et une société mérite sans cesse d'être là. Et je crois que c'est... Alors évidemment, on se dit, qui doit le faire? Voilà, chacun d'entre nous à sa toute petite mesure. Parce que je ne crois pas que ce soit les rois qui fassent les révolutions. Je vous remercie. C'était parfait. Non, parce que je crois qu'ils ont fait les choses, ils ont entendu les discours et les discours. Oui, est-ce qu'on profite si vous avez des questions? Voilà. Merci, monsieur le professeur. Alors, je suis Eric Delemare, je suis le défenseur des enfants, l'adjoint de Claire Hédon, défenseur des droits. Et donc forcément, vos propos sur... je suis derrière le satellite qui nous filme, semble-t-il. Donc merci. Alors, je suis très heureux d'être rennais et d'avoir pu rentrer sur Rennes ce jour pour vous écouter, entre autres. J'étais avec la défenseur des droits entendue par le comité droits des personnes handicapées l'année dernière au mois d'août. Je crois que ce qui semble-t-il, agace à juste titre le comité, c'est qu'effectivement, le pays des droits de l'homme, pays riche, n'avance pas suffisamment dans cette prévention, anticipation de changement de culture. Et notamment sur un débat que la France n'arrive pas à trancher, qui est quelle école on veut. C'est-à-dire la moitié des Français considèrent que l'école est là pour former l'élite, pour être bon en français, faites plus de français. Et puis la deuxième partie de nos concitoyens considèrent, à partir des enquêtes PISA, que si on veut que les enfants soient bons en français, créons les conditions pour les rendre disponibles aux apprentissages. Et que tant qu'on n'aura pas réglé cette question-là, l'école est-elle un lieu de vie? On pourrait parler des 700 000 enfants victimes de harcèlement, etc. Et je crois que ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est les difficultés que rencontrent d'ailleurs aujourd'hui un certain nombre dans tous les domaines de l'enfance, les problèmes d'attractivité, de recrutement, liés à, je dirais, aux approches managériales à la fois libérales et suradministrées. Ça me paraît fondamental. Et puis la question de l'accès au droit, la question fondamentale de l'accès au droit, qui fait qu'aujourd'hui, c'est un des enjeux qui va sans doute potentiellement aggraver la situation, c'est la dématérialisation. C'est comment aujourd'hui, à marche forcée, on aurait pu parler de l'inclusion à marche forcée, mais la dématérialisation, l'ensemble de nos concitoyens, il y a ceux aujourd'hui qui ont la capacité, le réseau, la culture, de revendiquer leur accès aux droits, et ceux pour lesquels il n'y a pas de dignité sans droit et pas de droit sans un accès effectif aux droits. C'est énormément d'enfants, les 5000 enfants qui vivent dans des camps de Roms en métropole, les enfants en hôtels sociaux, les mineurs non accompagnés, les enfants en situation de handicap, etc. etc. Et toutes ces personnes âgées qui prennent des prunes dans le train parce qu'elles n'ont pas sur leur smartphone réussi à charger, payer leur voyage. Ou ces gens qui sont à 2 heures du matin en espérant avoir la reconduite de leur permis, de leur carte de séjour vis-à-vis de la préfecture. Ça, c'est un enjeu de dématérialisation très fort qui déshumanise la relation. Et c'est quelque chose qui va venir en plus dans tout ce que vous avez rajouté, à juste titre, dans les difficultés d'accès aux droits. Et vous avez, je peux forcément, Sarah l'a rappelé, mais que de ma place que de rappeler que les droits ne sont pas négociables quand ils sont notamment constitutionnels ou ratifiés internationalement. Et effectivement, voilà. Donc,
Merci encore. Très important. Donc, on est manifestement en grande concorde d'approche. Ce que vous dites, c'est tout à fait vrai. Bon, cet horizon de digitalisation totale n'est pas sans poser problème. J'assistais à une réunion de la fondation, un colloque de la fondation Jacques Chirac. Un sociologue disait un Français sur 5 se trouve exclu par cette affaire-là. Donc, il faut qu'on fasse très, très attention. Alors, s'agissant ensuite de la première partie de votre propos, je crois que si on voulait cerner des leviers d'action sur la société, parce que finalement, vous l'avez bien dit, c'est une question de culture. Hein, c'est une question de culture, plus qu'une question de structure. Les structures, ça vient après. Et on voit d'ailleurs du côté des rapports de Madame la défenseure des droits que le handicap est numéro 1 dans les sources de discrimination, notamment dans l'accès à l'emploi, me semble-t-il. Hein. Il y a des choses qui se sont inversées, puisque préalablement, il y a quelques années, c'était l'appartenance culturelle. Se dit, mais comment agir sur le sol? Parce que finalement, la culture, moi, ce qui me permet de la comprendre, c'est de se dire, qu'est-ce que c'est qu'une culture? C'est comme un sol sur lequel on est planté. On imagine un vase, il y a de la terre, et on est les plantes, nos racines plongent dans cette terre. Ça infléchit nos modes de pensée, de relation au monde, de relation aux autres. Donc, comment transformer cette terre qui nous porte? Cette terre qui nous porte, qui n'est pas la même en Nouvelle-Calédonie, chez le peuple kanak, chez les Marquisiens, etc. Bon, c'est différent. Il me semble qu'il y a un levier qui est peut-être le plus utile et irremplaçable, peut-être le seul, c'est l'éducation. Et là, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est frustrant, c'est que si on met le paquet sur l'éducation, dès les structures petite enfance, pas à l'école, dès les structures petite enfance, ça ne portera des fruits que pour dans très longtemps. C'est ce qu'on voit en Italie. Pour avoir participé à des recherches en Italie, sur le travail, vous êtes beaucoup plus avancé parce que l'école travaille depuis longtemps là-dessus et que donc le travail des personnes handicapées est plus naturel que chez nous. C'est l'éducation. Deuxième, c'est la formation. On peut là aussi s'accorder entre nous. Beaucoup de professions aujourd'hui ne sont pas mal inspirées, sont éthiquement d'accord, mais se sentent totalement impréparées. C'est vrai chez les enseignants. Vous voyez, il y a quand même un paradoxe. On dit l'école doit être inclusive. On est d'accord là-dessus. Mais on ne forme que des spécialisés. Les autres, soyons corrects, on peut bien là aussi passer au large des réalités. Il y a des propositions de formation continue, il y a un catalogue, je pense à ce que faisait Suresnes, etc. La plupart les gens n'y vont pas à ces formations. Elles sont affichées, ça rassure légalement, mais elles ne sont pas suivies. Est-ce qu'on sera susceptible de proposer une matrice initiale pour permettre à des enseignants? Alors, ça ne peut pas être que les spécialisés, sinon on est dans une tension impossible. Ça va être aussi les généralistes, je les appelle comme ça. Alors, l'éducation, dès la petite enfance, la formation, tout corps professionnel, sans exception, y compris le tourisme, les loisirs, etc. Troisième levier que Mme Gali a abordé tout à l'heure, c'est la question aussi qui n'est pas culturellement ancrée chez nous, c'est la prise en compte, la reconnaissance de la parole des personnes, c'est-à-dire d'une expertise de l'intérieur. C'est-à-dire des gens, qu'est-ce que ça veut dire être expert? Ça veut dire expertus en latin, ça veut dire celui qui fait l'épreuve qui vit quelque chose. Et on ne les a pas entendus. Mais pas par mauvaise inspiration, parce qu'on pense qu'ils parlent maladroitement, qu'ils ne parlent pas assez vite, qu'ils ne peuvent pas, etc. Centré sur les incapacités, c'est ce qu'a dit l'ONU. Donc, reconnaissance de l'expertise de l'intérieur. Dans la culture française, l'expertise, c'est les scientifiques qui l'ont, les professionnels, mais pas les personnes. Songez combien d'années on a tenu les parents derrière la porte des institutions. C'est invraisemblable. Ils ont un droit d'auteur, les parents, non. Or, on disait, non, il ne faut pas que les parents viennent trop dans les institutions parce que vous savez, etc. Il ne faut pas les professionnaliser. Alors, les professionnels, ça ne les dérangeait pas de se parentaliser. Mais, vous voyez, non, là aussi, je le dis de manière rapide, mais il y a un changement culturel à faire par l'éducation, la formation, l'écoute, pas simplement entendre, mais écouter les gens qui vivent les situations, parce que le savoir vient d'eux. Et donc, c'est ces leviers qu'il faut actionner, je crois. Il y a d'autres... Mais d'ailleurs, moi, j'ai une question.
Parce qu'en fait, finalement, je pense que l'autodétermination, ce n'est que de la connaissance. En fait, ça me fait souvent venir à l'esprit les mythes de la caverne de Platon, en fait. Et l'entrée par les droits, en fait, je dis hier, hein, les droits, c'est aussi des responsabilités, mais on ne peut pas être responsable si on ne connaît pas cette chose. Je fais toujours l'exemple avec moi. Quand je suis arrivée en France, je ne savais pas qu'il y avait la carte vitale. Donc, forcément, si vous ne savez pas ça, vous avez droit à rien, en fait. Et si personne vous l'explique, bah, vous êtes exclu. Donc, les leviers de la connaissance, finalement, pour moi, la mission des professionnels, c'est permettre aux personnes de devenir responsables parce qu'à travers des choix, on est responsable du choix qu'on a fait. Est-ce que vous partagez? Oui, moi je crois que si on emploie, c'est comme le mot inclusion, hein, je prends le même exemple, Oui, le mot un intermination, c'est un mot métallique, c'est un mot dur. Si. Qui d'entre nous, là, dans les décisions qu'il prend dans sa vie, personnelle, familiale, peut dire, moi je m'autodétermine seul? Bah non. Non, on a besoin de l'autre, on a besoin d'être accompagné, on a besoin de conseils, on a des potentiels de décision dans des domaines et pas dans d'autres, etc. Donc, ces mots-là méritent d'être très habillés. Sinon, ce sont des mots bruts. Et une personne qui n'a pas la parole, une personne qui est très défaillante dans sa raison. Vous voyez, tout ça, dire il faut qu'il s'autodétermine, c'est trop simpliste. C'est beaucoup trop simpliste. Comment on va accompagner tout ça et puis tenter de temps en temps faire des procédures de contournement, même de substitution pour des personnes qui ne peuvent pas. J'étais à l'hôpital Saint-Salvador hier, là où vraiment des personnes sont profondément blessées, profondément blessées. Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Qu'est-ce que ça veut dire ces mots-là? Alors c'est toute la question de la responsabilité de ceux qui les accompagnent, tenter peut-être de prendre le pouvoir sur eux, parce que c'est là la frontière est très fragile. Donc, je crois, le mot autonomie, qui d'entre nous dans cette salle-là peut dire je suis autonome? Non, on meurt non autonome et on est non autonome et on meurt non autonome. Par contre, c'est beaucoup plus intéressant de dire l'autonomie, c'est un processus. C'est un processus. C'est-à-dire, on se construit, on se veut de plus en plus autonome sans jamais y arriver. Mais l'autonomie, c'est la meilleure manière qu'on a de gérer nos multiples interdépendances. Parce qu'on est dépendant de notre naissance, de ceux qui nous entourent, de tant de choses, de nos rencontres, de fonctionnement de notre corps, de notre esprit. On est plein d'interdépendances. Et s'autonomiser, c'est gérer de mieux en mieux nos multiples interdépendances. Faisons attention aux mots. Les mots peuvent être des coquilles vides. Non, pas vides, mais elles peuvent perdre leur sens au regard des visages humains, comme ça. Et je crois qu'on a une attention. Et le mot d'autodétermination que je ne combats pas du tout, hein. Au contraire, je trouve intéressant. Mais si l'environnement n'y est pas favorable, c'est pour ça que, bon, voilà, je crois que Madame renvoyait aux travaux d'Amartya Sen tout à l'heure à la question des capacités et voilà, et d'environnement que l'on dit capacitant, là aussi, faisons attention. Voilà. Je crois qu'il nous faut faire attention de ne pas devenir des spécialistes de mots qui comblent des failles profondes. Il faut faire très attention. C'était un peu ça. C'est ça. Ouais. Surtout aussi de donner des modèles complexes, finalement. C'est ça. Vous voyez, Frédéric est là, on est allé ensemble passer plusieurs jours à l'île de Lifou, en territoire kanak. Et territoire kanak, ce qui prime, c'est la communauté. Ce n'est pas l'individu, hein, si bien qu'ils sont organisés par tribus, par clans, etc. Donc, par exemple, gagner de l'argent pour soi n'a pas de sens. Hein, on le gagne on le redistribue. Et là, il y avait un projet collectif, semble-t-il, tu te souviens, de travail, etc. Et ça a été refusé en aide parce qu'on disait priorité au projet individuel. Puisque la Nouvelle-Calédonie est un pays d'outre-mer associé à la République. Hein, donc Et vous voyez, la perte de sens. Pour eux, le mot individuel n'a pas de sens. N'a pas de sens. Donc là, on a du mal, nous, à sortir de concepts beaucoup trop durcis. Ce qui avait sens pour eux, c'est faire quelque chose ensemble. Mais ça ne rentrait pas dans la case franco-française. Et donc, ça ne pouvait pas être aidé.
Et nous, on fait des concepts, des absolus. Des absolus. Alors que là, il faut le revoir en relatif, dans un contexte donné, dans une culture donnée, dans une famille donnée, etc. Ce qu'on disait tout à l'heure, pour le projet individuel, ça vaut aussi pour le retour à domicile, pour tout. Ce sont tout être est une singularité. Vous savez, il y a Duns Scott, qui était un penseur de la singularité, comme Kierkegaard est venu après, il disait, tu peux m'expliquer, il disait, voici, il n'y a qu'une vérité, cette femme, cet homme, cet enfant. C'est la seule chose de vrai. On ne peut pas dire les enfants, les hommes, les femmes. Il n'y a qu'une vérité, c'est celui-là. Et Kierkegaard disait, quand je serai mort, je voudrais qu'il y ait une inscription sur ma tombe, la seule, il fut le singulier. Parce qu'il disait, il n'y a pas d'autre vérité humaine. Jusqu'au moment où on sera cloné. Pour le moment, on ne l'est pas. Merci beaucoup. Bon appétit. Bon appétit.